Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Sarah, Vincent, Louis-Philippe, Marie-Pierre. On va attendre un petit peu avant de commencer pour que qu'on ait au moins une dizaine de personnes de présents. On a 27 inscrits, donc on est bien contents. Quand même plusieurs personnes qui ont répondu présentes. Euh, c'est ça, on va attendre quand même quelques minutes. Bonjour Émilie. Bonjour. On attend encore quelques petites. On va commencer à S5, mais en fait, je vais commencer maintenant parce qu'on a tout le temps la petite poutine de début des webinaires. Donc, j'y vais, je me lance. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Initiative inspirante, le cas du quartier artisan. Donc, je m'appelle Véronique Allard, je suis chercheuse chargée de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville et je suis responsable du projet Repenser l'habitation pour la relève agricole. Projet dans le cadre duquel s'inscrit le présent webinaire. C'est un projet d'ailleurs que le CISA réalise en collaboration avec l'organisme Habitation Canopée et qui est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, l'objectif du projet, c'est d'accompagner 3 territoires du Québec dans la co-création, le prototypage et l'expérimentation de solutions de logements abordables destinés à la relève agricole. Je salue d'ailleurs nos partenaires de nos territoires qui sont présents avec nous aujourd'hui. Puis je tiens vraiment à réitérer que ce webinaire-là a été pensé pour vous. Donc, on l'a organisé pour vous inspirer, pour vous donner des idées sur ce qui est possible de faire à l'échelle de vos territoires. Il y aura d'ailleurs d'autres webinaires qui vont suivre celui d'aujourd'hui, là, qui est finalement le premier. Donc, gardez l'œil ouvert, là. Il y a des invitations qui vous seront soit transmises par courriel pour nos partenaires là, dans les 3 territoires ou sinon via les médias sociaux du CISA, le Facebook, LinkedIn, pour les autres curieux qui mènent aussi des réflexions similaires là, à leur propre échelle. Donc, aujourd'hui, c'est l'initiative du quartier artisan à Lac-Mégantic qui vous sera présentée. On a la chance d'avoir parmi nous Sarah Giroir, directrice générale de l'OBNL Quartier Artisan depuis 2018. Bonjour Sarah. Bonjour. Et également Manon Sainte-Marie, cofondatrice de Vivacité Société immobilière solidaire, qui a œuvré au développement du modèle d'accès à la propriété perpétuelle pendant plus de 10 ans et qui a contribué à son implantation à Lac-Mégantic en partenariat avec Quartier Artisan. Merci Manon d'être là. Bonjour. Puis je tiens c'est ça, à vous remercier, Manon et Sarah, d'être parmi nous aujourd'hui. Là. Quand l'équipe de recherche, on est tombé sur votre initiative, ça a vraiment été un coup de cœur, là, l'idée de combiner stratégie d'attractivité territoriale avec un programme d'accès à la propriété. On a trouvé ça vraiment innovant, vraiment intéressant. Puis on a vu aussi tout de suite les parallèles là, avec les artisans que vous souhaitez accueillir chez vous, puis la relève agricole que nos territoires partenaires souhaitent attirer et soutenir. Donc,
Avant de vous laisser la parole, je vais juste faire des petites considérations techniques, là. En fait, d'abord, là, je tiens à préciser que le webinaire aujourd'hui est enregistré. Puis, bon, la présentation de Sarah Manon devrait durer à environ une trentaine de minutes, qui sera ensuite suivie par une période de questions d'une vingtaine de minutes à la fin. Donc, on vous invite vraiment à garder vos questions pour la fin. Vous pouvez les inscrire dans le chat. Donc, la petite bulle de conversation qu'il y a en haut là, dans la barre de tâches. Puis, c'est ça. Si vous voulez les inscrire dans le chat ou si vous avez peur de les oublier, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pourrez aussi lever la main pendant la période de questions à la fin, puis y aller là, de vive voix là, en vous adressant directement à nos présentatrices. Et je m'occuperai là, de prendre les questions à tour de rôle. Donc, c'est ça pour les considérations techniques. Je vous laisserai la parole, Sarah et Manon. Merci pour la présentation, Véronique. Merci également pour l'intérêt envers notre projet, notre initiative. C'est vraiment un plaisir de pouvoir en parler, faire en quelque sorte la démonstration que c'est possible de sortir de la boîte puis d'innover avec des municipalités, avec des projets un peu farfelus, mais qui finalement se tiennent. Donc, comme disait Véronique, je vais avoir à peu près, je vais essayer d'y aller efficacement là, avec ma présentation pour qu'on laisse un maximum de place à vos questions, parce qu'il risque d'y en avoir, je le sais. Donc, je vais commencer la présentation, le partage. Ça fonctionne? Parfait. Donc, ben voilà, c'est ça, ça a été difficile de trouver un nom pour ce programme-là. À un moment donné, c'était le programme d'attraction de quartier artisan, mais on trouvait ça très laid et plate, le PACA. Fait que là, c'est devenu tranquillement pas vite les maisons ateliers de Fatima. Je pense que c'est un nom un peu plus poétique puis qui fait honneur à la beauté de ce projet-là. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est en partenariat avec Quartier Artisan et la ville de Lac-Mégantic et Vivacité aussi, mais on vous en parlera plus, on vous expliquera là, le lien plus en détail plus loin dans la présentation. Donc, ce instant, est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Alors, ben, c'est ça, la base du projet, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Lac-Mégantic, en 2016, il y a eu une tragédie ferroviaire, une des plus grandes tragédies au pays. Puis, en fait, comment se relever d'un moment aussi perturbant? Ben, c'est sûr que la ville a pris du temps là, à faire différentes planifications stratégiques avec plusieurs initiatives aussi. Il y a plein de gens qui se sont adressés à la ville, qui sont arrivés avec des projets pour apporter différents types de solutions à un moment aussi dramatique. Donc, c'est ça. La ville, de son côté, avait une planification stratégique, souhaitait continuer la revitalisation de la ville en demeurant quand même très proche de son patrimoine culturel, entrepreneurial, puis de faire une super belle place à l'ensemble des quartiers, parce que oui, c'est le centre-ville qui a été affecté par la tragédie, mais tout juste à côté, il y a le quartier Fatima, qui est l'ancien quartier ouvrier, qui avait aussi quand même plusieurs efforts de revitalisation à avoir là, pour continuer de se développer. Donc, dans ce contexte-là, l'OBNL Quartier Artisan est arrivé en fait autour de 2016. Puis, l'envie qui était derrière Quartier Artisan, c'était de pouvoir amener à Lac-Mégantic un vent de dynamisme par l'innovation entrepreneuriale. Et plus précisément, pour faire écho un peu au patrimoine culturel et entrepreneurial, il y a beaucoup d'industries à Lac-Mégantic dont les bases reposent sur un petit projet d'entreprise en fait artisanale. Un cordonnier qui est devenu les chaussures Royer, un ébéniste qui est devenu les meubles Bestar. Donc, il y avait vraiment quand même une couleur déjà particulière dans la région. Et dans l'ensemble du Québec, il n'y avait pas d'organisme qui accompagnait les artisans sous l'angle entrepreneurial. Donc, il y avait comme toutes ces conjonctures-là ensemble qui ont fait en sorte que Quartier Artisan a trouvé rapidement une belle place. Donc, en partenariat évidemment avec la ville de Lac-Mégantic, en regardant l'ADN des deux côtés et du besoin qu'il y avait, on s'est doté d'une vision commune avec la ville, donc de faire de Lac-Mégantic et la grande région de Mégantic, la MRC du Granit pour être plus précise, donc de faire de Lac-Mégantic et sa région la plaque tournante du fait main et des métiers d'art au Québec d'ici 2029.
c'est quoi 2029? Ben, c'est 10 ans plus tard, du moment où on avait parti toutes ces réflexions-là. Alors, ben, on est partis ensemble, puis on a continué en fait d'évoluer ensemble la ville des quartiers artisans, et on a, dans l'optique de concrétiser cette vision-là, on a identifié une certaine somme de besoins à répondre. Donc, ben, pour faire écho à la base, donc de redynamiser une ville par la diversification économique et culturelle. L'idée également de stabiliser et de pérenniser les entreprises artisanales par l'accès à des espaces de vie, de travail et de création, parce que ben, on a remarqué, en fait, c'est sûr on s'adressait aux artisans, mais les artisans dans les grands centres, dans les métropoles, ont vraiment beaucoup de difficultés à accéder aux lieux de création. Ils se font barouetter à droite à gauche. Donc, on se disait que cet angle-là pouvait être vraiment très important à, à se préoccuper. Pour faire en sorte que les artisans viennent s'établir à Lac-Mégantic puis s'intéressent au lieu de vie, ben, c'est important de créer aussi un sentiment d'appartenance à une communauté créative parce que c'est fondamental, évidemment, pour briser l'isolement des solo-entrepreneurs. Puis, plus largement, plus longuement, ben, c'est de se dire que si on a des entreprises qui arrivent ici, ben oui, on les accueille, mais on veut aussi qu'elles deviennent de plus en plus solides. Donc, de vraiment assurer un continuum d'accompagnement qui permettrait d'amplifier le potentiel de développement de ces entreprises-là. Tout ça ensemble, on a continué à mijoter ça avec la ville parce qu'il faut comprendre qu'on travaillait vraiment très conjointement avec la ville à partir de la minute 1 de ce projet-là. À un moment donné, le partenariat avec Vivacité est venu aussi comme créer une dimension encore plus tangible, puis vous allez la comprendre en regardant qu'est-ce qui a été la solution qui a été envisagée. Ben, symboliquement, là, de créer un milieu de vie, un terreau fertile pour faire fleurir les artisanes et les artisans entrepreneurs du Québec, euh, par la voie de favoriser l'accès à la propriété dans un périmètre donné pour créer un véritable quartier d'artisans au cœur d'un milieu de vie dynamique et d'une communauté de pratiques vivantes et vibrantes. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Je vais passer la parole à Manon qui va vous expliquer la mécanique du programme comme tel pour qu'on puisse permettre aux artisans d'accéder à la propriété. En fait, ben, peut-être juste rapidement, Vivacité, c'est un organisme qui a été créé en 2012 qui visait en fait à mettre sur pied un programme d'accès à la propriété qui soit pérenne. Il n'y avait rien qui existait à cette époque-là comme modèle d'accès à la propriété perpétuelle. Donc, tout ce qui était d'aide financière qui pouvait être donnée via différents programmes pour l'accès à la propriété, c'était toujours de l'argent qui était donné un one-shot, mais qui était perdu après au moment où la propriété était revendue. Et donc, Vivacité a été créé. C'est inspiré d'un modèle qui existe aux États-Unis des Community Land Trust. Et Vivacité a mis sur pied donc un programme inspiré de ces modèles-là pour faire en sorte que quand les États investissent l'argent en accès à la propriété, bien, que cet argent-là ne soit pas perdu, mais que ça reste dans les communautés, que ça reste dans les propriétés. Donc, on a travaillé sur différents projets. On avait commencé à travailler sur l'idée d'une construction neuve à Mégantic dans la reconstruction du centre-ville. Et à travers ces démarches-là, à un moment donné, ben, Sarah est venue nous voir en disant, ben, nous, on a un projet dans le quartier Fatima où, à l'époque, on retourne donc en 2018, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de maisons à vendre dans le quartier Fatima. Et si je me souviens bien, le prix moyen des maisons à l'époque était genre de 89 000. J'ai ce chiffre-là en tête. Et donc, on se dit, ben, pourquoi aller construire du neuf alors qu'il y a beaucoup de maisons à vendre en ce moment, puis des maisons qui répondent peut-être plus aux besoins d'artisans qui veulent avoir des ateliers, qui veulent avoir un garage, qui veulent avoir un espace et tout ça. Donc, voilà, la très rapide genèse de ce partenariat. Évidemment, ben, la pandémie est arrivée, fait que ça a changé beaucoup la donne, c'est-à-dire que le prix des maisons, d'abord, il n'y avait plus de maisons à vendre par le temps que le projet a été mis, toutes les négociations avec la ville, puis qu'on a attaché tout ça, il y avait très peu de maisons à vendre et le prix des maisons avait clairement augmenté, fait qu'il a fallu revoir un petit peu les données, dont le prix des maisons, là. Mais quand même,
on a quand même réussi à attacher tout ça. Ce que ça a donné comme programme, donc c'est une entente qui a été faite, puis je vous donne le scoop tout de suite, de Vivacité a terminé ses opérations l'année dernière pour différentes raisons, et donc maintenant, c'est Quartier Artisan qui gère vraiment tout le programme d'accès à la propriété avec la ville. Mais avec toutes les ententes et les conditions là, qu'on avait travaillé avec Quartier Artisan et à la ville. Et puisque tout est dans tout, ben, je suis sur le CA de Quartier Artisan maintenant, fait qu'on n'est jamais bien loin. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu des négociations, il y a eu une entente qui a été créée entre Quartier Artisan et la ville, et Vivacité à l'époque, dans lequel, donc, on mettait les termes du programme. Donc, on s'est donné comme objectif d'avoir de 15 à 20 propriétés dans un secteur qui est délimité, donc le secteur Fatima, qui est le secteur ciblé pour le développement du quartier artisan, et dans lequel le quartier artisan a maintenant son quartier général depuis quelques années aussi, et où il y a vraiment un développement de commerce. Il y a une petite communauté déjà qui est en train de se créer, qui est assez fantastique. La ville de Lac-Mégantic a accepté d'injecter l'argent, donc il faut comprendre que c'est un modèle dans lequel on va le voir à la prochaine slide, mais l'objectif est qu'on investisse l'argent dans les propriétés pour la mise de fonds et qu'ensuite la plus-value soit partagée. Donc, la ville a réussi à dégager une enveloppe de 850 000 pour financer la mise de fonds de ces propriétés-là, donc de 15 à 20 propriétés. Et elle l'a fait par la voie de la loi sur le statut professionnel de l'artiste, c'est-à-dire que c'est des subventions qui sont données aux artistes, aux artisans pour qu'ils puissent développer leur atelier dans leur propriété. Il y a d'autres façons d'investir, pas par cette loi-là, mais ça a été le véhicule qui a été pris dans le cas de Lac-Mégantic. Donc, ce que ça fait, c'est que la mise de fonds, c'est-à-dire des artisans qui viennent s'installer à Mégantic, va être fournie, va être financée par la ville pour une mise de fonds maximale de 50 000, donc une valeur maximale de propriété de 250 000. Juste pour vous dire, quand on a commencé à négocier les petites anecdotes, mais quand on a commencé à négocier, je ne me souviens pas, Sarah, mais il me semble que dans ma tête, on était genre à une valeur maximale de 150 000 à peu près. Puis il a fallu 175, je pense. 175. 187 500. Il y avait un calcul scientifique, mais en tout cas, oui, c'est ça. Mais qui nous semblait déjà tellement haut comme prix. On se disait, mon Dieu, on n'atteindra jamais ça. Mais le marché a fait que malheureusement, rapidement, on s'est retrouvé à devoir monter ce plafond-là. Donc, c'est la nature du programme. Aussi, quand on a commencé le programme, on l'avait mis sur 5 ans. Ce programme-là a été allongé toujours parce qu'effectivement, le marché immobilier a vraiment changé complètement entre le moment où on a commencé à négocier. Ce que ça dit aussi, c'est qu'il faut y aller. À un moment donné, si on veut faire des programmes comme ça, parce que le marché, lui, il n'arrête pas, là, il n'attend pas qu'on commence à sécuriser des maisons. Le but de cette mécanique-là, Sarah, peut-être tu peux... Ouais. Donc, le but du programme d'accès à la propriété, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans la propriété-là et que cet argent-là reste pour chacun des acheteurs successifs de la propriété. Donc, c'est une mise de fonds qui est investie. On parle de faire de l'aide à la pierre et non pas de l'aide aux individus. On aide les individus quand même. On va les aider à acheter, mais c'est un modèle qui fait en sorte que la mise de fonds qui va être donnée au premier acheteur va être disponible pour chacun des acheteurs suivants. Et non seulement va servir à revendre cette propriété-là à d'autres acheteurs, mais va aussi être bonifié pour suivre l'augmentation du marché. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. On investit la mise de fonds qui va de 20 à 25 % dans ce cas-là, et l'acheteur va aller chercher une hypothèque pour les 75 ou 80 % restants pour l'achat de la maison. L'acheteur est 100 % propriétaire. C'est une hypothèque de deuxième rang qui est accolée au titre de propriété, mais c'est l'artisan dans ce cas-là qui va être 100 % propriétaire. Il y a tout un accompagnement qui est fait par quartier artisan dans ce cas-là pour l'achat de la propriété, pour le choix de la propriété. Tout ça, évidemment, c'est des critères qui peuvent être adaptés en fonction du type de problématique ou de type de clientèle qu'on va aller chercher. Il y a des critères qui ont été mis en œuvre, qui ont été pour cibler exactement la clientèle qui était ciblée dans ce cadre de ce programme-là.
Et la personne reste propriétaire de la maison aussi longtemps qu'elle veut. Donc, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de limite de temps à rester propriétaire. Au moment où la personne revend, la personne va récupérer le montant de l'hypothèque qu'elle avait mis, donc pas le montant de l'hypothèque, mais le 75 ou 80 là, qu'elle avait investi dans cette propriété-là, et va aussi récupérer 50 de la plus-value. La maison va être vendue. L'acheteur suivant qui va arriver va lui pouvoir récupérer, c'est-à-dire que la mise de fonds, le 20-25 qui avait été investi au départ, va suivre, donc va se retrouver dans la maison, va se retrouver dans le nouvel achat. Et il va avoir une bonification de cette mise de fonds-là si la maison a pris de la valeur, évidemment, ce qui risque d'arriver. Donc, pour que la mise de fonds soit toujours de 20 ou de 25 de la nouvelle valeur de la propriété. Donc, il va avoir un réinvestissement, le 50 de plus-value qui est resté à quartier artisan / la ville. Ce 50 de valeur-là, il y en a une partie qui va être réinvestie dans la propriété pour que l'acheteur ait toujours une mise de fonds minimale de 20 à 25 Et s'il reste de l'argent, de cette plus-value-là, cet argent-là pourrait être réinvesti pour développer des nouvelles propriétés, pour développer des nouveaux programmes, pour développer du service dans le cadre de ce programme-là. Donc, l'idée de base, c'est vraiment de dire qu'il y a une mise de fonds qui est investie et cette mise de fonds-là va rester à perpétuité. Ou en tout cas pendant très, très, très longtemps dans la propriété, tant que cette propriété-là va être vendue. Dans le cadre de Mégantic, c'est tant que la propriété va être vendue à des artisans dans le cadre du programme. Voilà, J'ai parfait. dépassé mon temps, hein? C'est correct. Non, mais tu as butiné sur des sujets qui sont dans les prochaines slides, donc je vais pouvoir passer un peu plus rapidement. Donc, ben, c'est ça, ce programme-là repose vraiment sur la force des partenaires qui ont été rassemblés autour d'une vision commune, donc des partenariats et des modèles innovants. Donc, ce que disait, par rapport à ce que disait Manon, les forces de vivacité étaient vraiment essentielles pour qu'on puisse créer un programme comme ça parce que, tu sais, lancer des subventions pour le démarrage d'une entreprise, c'est bien beau, mais c'est one-shot deal. Donc, tu sais, c'est vraiment l'idée de garder quelque chose qui est solide et qui va être périn à la fois dans la communauté de Mégantic, mais à la fois aussi dans la communauté de pratique. Donc, c'est ça, grosso modo, c'est ça que ça dit ici. Les retombées, c'est sûr qu'on souhaite viser la diversification économique qui est dans un secteur en effervescence avec des implantations d'entreprises. Parce que ce qui est cool avec les entreprises artisanales, c'est que c'est à la fois des moteurs économiques, des moteurs culturels, des moteurs de développement touristique aussi. Parce qu'à terme, nous, ici, dans le quartier, l'idée d'avoir une concentration géographique, c'est que le quartier d'artisans, il va y avoir une signalétique, il va y avoir des circuits, il va y avoir vraiment une dynamique de créer dans le quartier en ce sens-là. Puis, ben, on sait que plus il y a de dynamisme, plus ça devient attractif, puis les gens, on gagne finalement avec un certain pouvoir de rétention là, pour les nouvelles personnes qui arrivent. Tu sais, on l'a vu durant la pandémie. Moi-même, j'ai fait le saut de venir m'établir à Lac-Mégantic, puis on est comme quand même une belle grappe de gens là, qui contribuent à la dynamisme, à la vitalité, au dynamisme de la ville. Pardon. Ce qui est bien aussi avec les artisans, c'est leur capacité ils sont manuels, hein, donc tu sais, c'est sûr que c'est pas systématique, là, mais on sait que quand on va avoir des ébénistes qui vont prendre possession de maisons ici, ben, ils vont pouvoir valoriser le parc immobilier, ils vont vraiment pouvoir apporter ce petit vent de fraîcheur-là aux maisons qui sont des maisons qui ont peut-être un peu manqué d'amour durant les dernières décennies, mais qu'on peut valoriser là, avec la contribution de tout le monde. Puis, ben, c'est ça, l'offre culturelle pour l'attractif touristique. Donc, on est vraiment là-dedans. Nous, notre lieu ici, le quartier général, il est au cœur du quartier d'artisans. Donc, on offre différents types d'ateliers, d'activités. Le lieu est ouvert. On a un espace de coworking aussi. Donc, on veut vraiment créer des liens là, entre toutes les personnes impliquées.
L'état des lieux, c'est ça. On a lancé le projet, on a commencé à réfléchir le projet, c'était pas encore la pandémie. C'est venu complètement bouger les cartes, là. On a su s'adapter, mais il y a quand même que ça prend plus de temps qu'on pensait. Donc, à l'heure actuelle, on a 2 maisons ateliers qui sont en activité. On a un joaillier et une artisane textile qui est designer de mode et qui fait aussi des tissus. On a une autre artisane qui est, elle, locataire dans le quartier, mais c'est en attendant de se trouver une maison. Donc, elle a décidé de faire le saut puis de s'installer ici quand même pour pouvoir développer son entreprise. Au quartier général, on fait des activités régulières avec la communauté. On a ouvert une boutique de métiers d'art, un espace de coworking. Et à l'échelle plus largement de l'Estrie, on a lancé une plateforme de rayonnement pour les artisans de l'Estrie qui s'appelle Circuit Court. Donc, c'est tous des projets qui sont imbriqués ensemble, qui sont chapeautés par quartier artisan, mais qui ont toute la même mission là, d'outiller et d'inspirer les artisans et de faire aussi de la vitalité. Donc, ce avec quoi on doit jongler présentement, on va le répéter parce que c'est quand même un très gros enjeu, c'est le contexte du marché immobilier. On ne peut pas faire autrement qu'avec. La disponibilité des maisons est clairement un enjeu, la hausse des coûts aussi. Moi, quand je suis arrivée à Mégantic, il y avait, je sais plus, je pense qu'il y avait comme 6 ou 7 pages pleines sur Centris. Là, il y en a une. Puis c'est plus des grosses maisons qui se transigent présentement. Donc, ce qui se passe dans le quartier, ce qui nous donne un peu espoir, c'est que la démographie est très vieillissante dans le quartier ici. Donc, et aussi dans la ville, il y a plusieurs projets qui ont été mis en œuvre pour pouvoir accueillir les personnes vieillissantes. Donc, on a une maison des aînés qui s'en vient, on a un autre projet avec des ateliers, des appartements supervisés, pardon. Donc là, éventuellement, dans un avenir moyennement rapproché, les personnes vieillissantes vont avoir une opportunité de pouvoir se reloger parce que présentement, ils n'en ont même pas. Fait que, ils restent à domicile, ils tiennent le fort du mieux qu'ils peuvent. Donc, on sait qu'il va y avoir un certain effet domino là, quand les perspectives vont être intéressantes pour eux. Donc, nous, présentement, ce qu'on peut faire, c'est d'être le plus proactif possible dans le recrutement des artisans. C'est là où c'est là où on a une marge de manœuvre. On est capable d'être actif. Donc, on a des artisans, des artisanes qui s'intéressent au projet, qui sont un peu sur une liste d'attente. Puis, c'est ça, quand on disait par rapport aux modifications des règlements, au contexte, on est constamment en adaptation. Quand on regardait ce qu'il y en est avec la capacité d'avoir un atelier à domicile, c'est sûr que c'était très contraignant, le travail à domicile. Dans une ville, je pense que je ne sais plus c'est combien, là, je pense que c'est comme 1 mètre carré que tu as le droit d'un bureau à domicile. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est à peu près ça, c'est très tout petit. Puis on s'entend que c'est pas suffisant pour un atelier. Fait que en discutant avec la ville, on a réussi à faire des changements à l'urbanisme pour que 50% de la superficie de la maison et des bâtiments complémentaires puissent devenir un atelier. Donc, c'est quand même très considérable. Puis c'est vraiment l'idéal dans le contexte d'un atelier à domicile. Et ensuite de ça, pour vraiment s'assurer que les artisans puissent venir s'installer dans un cadre intéressant, on a différents autres partenaires qui peuvent apporter du soutien financier, par exemple la SADC, qui est venu ajouter une corde à son arc qui s'appelle le prêt artisan entrepreneur. Donc là, ça peut être d'autres avenues intéressantes pour les entrepreneurs. Et je me répète, là, mais faire en sorte que la communauté soit accueillante. Moi, j'ai fait du porte-à-porte dans les débuts du programme pour informer la population que ce programme-là arrivait. On n'a jamais été comme dans l'illusion de leur demander la permission. On le faisait, mais c'était vraiment dans l'idée, justement, ça se pourrait que dans un avenir approché, vos voisins, ce soit des artisans. Comment est-ce que vous voyez ça? Puis, ça a été vraiment des super belles rencontres, très, très beaux dialogues. Fait que la communauté est mobilisée là, pour contribuer à l'accueil des nouveaux résidents. Fait que c'est pas mal ça où on en est. J'aime beaucoup terminer ma présentation par cette image. Ça fait partie des initiatives de la reconstruction de lac Mégantic. Ça s'appelle la Marche du vent. C'est une promenade qui borde
le lieu central de la catastrophe avec cette petite maison là, qui fait des belles harmonies dans les carillons en haut. Donc, tu sais, on regarde vraiment vers l'avenir. On sent que le projet prend du temps à s'enraciner, mais les racines sont bel et bien là. Alors, on continue d'en parler, puis on espère qu'on va inspirer d'autres personnes avec ce projet-là. Donc, voilà, je vais arrêter mon partage et je suis de retour dans l'écran. Oui, Oui, parfait. merci beaucoup. Yeah, ça C'est fait plaisir. vraiment super intéressant. Bravo pour la présentation. On a un bon plus de 25 minutes de questions, là, de période de questions Yes. devant nous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions pour Sarah et ou pour Manon ou les deux? Euh, Jean-François. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Manon et Sarah. Merci beaucoup d'être là et d'avoir préparé la présentation. C'est vraiment inspirant. Moi, j'ai eu un de mes profs à l'université, là, Pierre Ballefet, là, il était au quartier Ah, des artisans. Je ne sais pas s'il est encore là, mais un oui. être très sympathique et colorique qui m'a appris les premiers principes en innovation et créativité. Donc, je suis content de voir que le quartier artisan, il fonctionne. C'est très le fun, surtout à la fin, là, la dernière diapositive, là, c'est de donner une identité visuelle là, à ce que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est très inspirant. Moi, je suis avec Habitation à Canopée, là, avec mon collègue Vincent. Et puis, nous, on s'intéresse surtout à la question de l'habitation. Donc, moi, ma ou mes questions, je vais laisser de la place aux autres. Donc, je vais t'en poser une. On s'intéresse surtout à la pérennité, n'est-ce pas, de l'accès. Je voulais savoir, dans le fond, qu'est-ce qui limite le quartier artisan dans sa capacité à offrir, si on veut, la pérennité de l'accès au logement? Est-ce que, parce que là, si je comprends bien, c'est la ville qui finance la mise de fonds et il finance les artisans et non le quartier, l'OBNL, le quartier, c'est ça? Oui. Et donc, OK, donc, bon, ben, ça répond facilement à la question. Ma deuxième question, ça serait plus pour comprendre les défis là, des artisans. Parce que nous, on travaille avec la relève agricole, puis on voit qu'il y a un lien très fort entre où ils veulent habiter, le type de terre qu'ils ont besoin pour développer leur culture et le type d'habitation qu'ils souhaitent avoir pour développer un certain style de vie. Pouvez-vous nous parler un peu de vos artisans et cette espèce de négociation qui doit se faire en même temps, le type d'atelier qu'ils ont besoin, mais aussi le type d'habitation qu'ils ont besoin. Donc, je présume qu'il y a une espèce de défi ici avec la grandeur de la maison ou le design des espaces à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez commenter un peu là-dessus. Oui, ben, c'est une question qui est vraiment intéressante. Puis là où on a comme, il y a, il y a, il y a, il y a- il y a une certaine sphère dans laquelle on a une marge de manœuvre, puis il y a une certaine sphère dans laquelle on a été obligé de trancher. Je vais commencer par celle où on a tranché, c'est-à-dire que il y avait vraiment la volonté, nous, de créer un pôle attractif, tu sais, vraiment une densité d'artisans dans un périmètre donné, l'idée du quartier d'artisans. Donc, c'est sûr que ça vient imposer finalement un milieu de vie aux artisans qui choisissent ce programme-là. C'est un quartier, ça peut avoir un petit feeling de ville. Tu sais, moi, tout se fait à pied. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun, là, ça, pour certains profils, c'est vraiment idéal. Pour un profil qui avait envie d'un fondrant avec 8 acres de terrain pour installer ses installations monumentales, sorry, ça ne sera pas possible. C'est un choix qu'on a fait parce que il y avait vraiment, notre priorité, elle était là. Tu sais, on veut vraiment avoir un projet qui est urbain là, dans notre échelle urbaine à nous, là, avec nos 5800 habitants. Puis ensuite, là où par contre, on a une certaine marge de manœuvre, c'est que, tu sais, c'est sûr que quand il va y avoir plus de propriétés disponibles, là, les artisans vont avoir du choix. On aspire à arriver à ça dans un certain horizon de temps. Mais, tu sais, je peux parler, le premier artisan, lui, c'était vraiment important que son atelier puisse être à l'extérieur de sa maison. Il avait vraiment envie d'avoir comme une intimité dans sa maison, puis d'avoir un autre espace pour son atelier. Eh bien, merveilleux. C'était une maison avec un garage. Donc, il a fait les rénovations dans son garage pour pouvoir installer son atelier,
de vraiment avoir ces deux espaces-là. Donc, tu sais, c'est les nouveaux artisans qui sont arrivés, eux, avaient vraiment envie d'être sur l'artère commerciale. Puis, ben, c'est ça qui a été possible. Fait que, tu sais, pour l'instant, ça a été des belles coïncidences qui ont permis de répondre aux besoins des artisans. Avec le temps, on va voir si on est capable d'offrir, que les artisans puissent avoir le choix selon leurs besoins. C'est sûr que, dernier aspect de réponse, tu sais, là, pour l'instant, c'est quand même ça s'est pas présenté comme enjeu, mais tu sais, quand on va avoir un ébéniste avec des très grosses machines, ça se peut que ça cause certains petits soucis dans un contexte résidentiel. Donc, dans un cas comme ça, on est en train de réfléchir à une idée d'avoir comme peut-être un autre pôle où on pourrait accueillir des plus gros ateliers. Donc, ça serait à l'extérieur de la maison. On souhaiterait quand même qu'il continue à y avoir un atelier à domicile, mettons pour la finition ou pour la vente, d'avoir un petit coin de boutique ou quelque chose, mais que pour les plus gros besoins de production, ça puisse être répondu à l'extérieur. Merci beaucoup. Bienvenue. Olivier? Oui, merci beaucoup, Sarah. Manon, c'est super intéressant. Moi aussi, ma question touche la question de la pérennité. Pérennité de l'organisme. Donc, de ce que je comprends de ce que Manon nous a transmis, c'est que bon, Vivacité a arrêté ses activités. Donc, il y a une hypothèque de deuxième rang qui est accordée maintenant à Quartier Artisan. Comment on entrevoit la pérennité de la propriété perpétuelle dans un contexte où est-ce qu'un organisme peut arrêter ses activités? Donc, comment ça a été réfléchi? Je pense que vous l'avez eu l'illustration dans le cas présent sur la façon dont ça a été transmis, là, le témoin à Quartier Artisan. Puis comment aussi on s'assure aussi de la pérennité des activités, des activités qui font l'objet justement de ce programme-là. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui démarrait, qui vient acheter une maison est sélectionné sur la base de ses activités artistiques, artisanes? Est-ce qu'il y a une obligation pour lui de continuer ces activités-là dans le temps? Donc, on sait qu'en agriculture, ça fait partie des enjeux qui sont liés à l'habitation. Donc, si quelqu'un se décide d'avoir un terrain de, je ne sais pas, 4 acres, puis au fil du temps, il arrête ses activités, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que bref, je ne sais pas si vous avez réfléchi à tout ça. On a essayé parce que c'est vraiment, c'est un projet comme ça, c'est des essais, des tentatives. Pour l'instant, on n'a pas eu d'erreur, on est quand même chanceuse, mais ce n'est que le début. Ben, pour la question de la première partie de question, l'hypothèque de deuxième rang, elle est conjointe avec Quartier Artisan et la ville de Lac-Mégantic. Nous, c'est sûr que ben, on espère que Quartier Artisan puisse être en activité le plus longtemps possible. Nous-mêmes, la mécanique, le fonctionnement de l'organisation repose sur vraiment une diversité de sources de revenus, de programmes. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on espère être capable de pouvoir être fonctionnel le plus longtemps possible avec l'ensemble de nos activités. Mais ceci dit, il demeure que ben, c'est la ville au final qui est comme la véritable détentrice là, du flambeau par rapport à ce projet-là. Donc, c'est sûr que si un jour Quartier Artisan ferme puis que tout cet esprit-là de couleur artisanale et créative qui est donné à la ville, malheureusement, tombe, ben, tu sais, je ne veux pas y penser, là, mais c'est clair que s'il reste des artisans qui sont en fonction, il faudrait voir ça sera quoi le cas de figure, parce que pour rebondir à ta deuxième partie de question, c'est prévu dans les ententes que tant qu'un artisan entrepreneur est en opération avec des activités artisanales, la mise de fonds demeure dans la maison et ça continue de fonctionner jusqu'à une possible revente. Si jamais, pour plusieurs types de raisons, les activités artisanales venaient qu'à terminer, c'est prévu dans le contrat que la personne rembourse la mise de fonds si elle veut conserver la maison. Si elle ne veut pas conserver la maison, à ce moment-là, on a une période, le temps, je ne me souviens pas c'est combien de temps, là, mais il y a une période X durant laquelle Quartier Artisan a le premier droit de regard sur la revente de cette maison-là, parce qu'idéalement, nous, on voudrait que ce soit des artisans qui retournent dans la maison. Puis si ce délai-là est passé, bien, à ce moment-là, la maison va revenir sur le marché régulier, la mise de fonds va retourner dans les coffres de la ville, puis ben, on aura perdu une propriété. Tu veux-tu compléter, Manon, avec peut-être des petits détails là-dessus? Oui, ben en fait,
Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est que c'est un modèle qui est très flexible. C'est-à-dire que tous ces critères-là ont été très finement négociés avec la ville, avec Quartier Artisan pour vraiment se coller à la réalité de ce projet-là. Il y aurait pu avoir d'autres mécanismes. Puis je pense qu'il y a le prochain webinaire, c'est Samuel Gervais qui va en parler, qui a un modèle qui est un peu similaire, mais qui est beaucoup plus contraignant dans le sens où la propriété va être mise en fiducie, ce qui fait que cette propriété-là ne pourra jamais retourner sur le marché. Ce qui est vraiment intéressant parce que là, tu es sûr de sortir la propriété complètement du marché spéculatif, mais qui apporte une autre contrainte qui est d'enlever de la flexibilité, disons, ce qui était très important aux yeux de la ville, par exemple, au moment où on a négocié cette entente-là. Fait que, dans le fond, c'est ça, juste, il y a vraiment différents mécanismes. L'autre chose que je voudrais juste pointer, c'est que, puis que j'ai pas dit dans la présentation, c'est que là, le choix a été fait avec Quartier Artisan de partager la plus-value à 50-50 entre l'artisan et les organismes, disons, là, ou l'argent qui va être réinvesti. Quand on a commencé Vivacité, on s'était basé sur un modèle aux États-Unis qui partageait à 25-75, c'est-à-dire que la personne, l'acheteur, gardait 25 de la plus-value et 75 restait dans la propriété et était réinvesti dans le développement de nouvelles propriétés. Pour différentes raisons, il y a des choix qui ont été faits. Encore là, ça donne de la flexibilité pour ça a un impact, disons, sur la suite des choses, dans le sens où si on a un modèle où l'artisan partage, ou la personne, l'acheteur, le propriétaire garde juste 25 de la plus-value, il va peut-être avoir un moins grand intérêt à garder la propriété très, très longtemps parce qu'il va la revendre pour aller peut-être sur le marché régulier. Alors que dans le cas de Quartier Artisan, ben, les gens y investissent beaucoup pour développer leur atelier dans leur maison. Fait qu'on s'attend moins à un roulement. Fait que c'est ça. Il y a différentes ficelles sur lesquelles on peut jouer pour donner le plus d'impact possible ou pour que ce modèle-là soit ait le plus d'impact là où on veut qu'il y en ait. Super intéressant. Merci. Louis-Philippe? Oui, j'ai une question assez technique là, sur justement là, l'établissement du prix selon les rénovations. Je vais donner un exemple assez simple. Là. Moi, j'ai refait la toiture sur ma maison. Donc, ça m'a coûté, mettons, 8 000. Je l'ai refait en tôle. Si je l'avais fait faire, ça aurait peut-être été 18 000. Puis, dans 40 ans, ça ne vaudra plus rien ce que j'ai fait. Donc, comment ces critères-là, on les établit pour savoir qu'est-ce qu'une valeur de rénovation? Je te réponds maintenant? Oui, mais là, j'ai un blanc, par exemple, je n'ai pas relu l'entente. Ça fait longtemps qu'on l'a fait parce que dans le modèle, il y a une entente qui fait que les gens vont partager, les propriétaires vont partager, vont garder donc 50 de la plus-value, vont redonner si on veut, ou l'autre 50 va aller à l'organisme, sauf pour ce qui est de la valeur des améliorations qu'eux-mêmes auront apportées à la propriété. Donc, une amélioration qui, si, par exemple, dans ce cas-là, mettons, une amélioration qui augmenterait la valeur de la propriété, la valeur marchande, il y a un estimé qui va être fait et qui va. Mais là, c'est ça, je ne me souviens plus dans l'entente. Je peux rebondir là-dessus. En fait, c'est que à la transaction initiale, il y a une évaluation de la juste valeur marchande de la propriété qui est faite par une tierce partie et ça devient le montant de base sur lequel on va établir tout ce qu'il va avoir comme amélioration locative sur la propriété. Donc, après, dans ton exemple, la toiture est faite, on vient donc, ça sera pas, c'est pas sur le coût des factures, c'est comme on fait une deuxième ronde d'évaluation de la valeur de la maison et cette plus-value-là précise 100% de ça est capturé pour être remise au propriétaire. Tu peux rebondir, oui. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un peu comme une évaluation si le marché n'avait pas pris de valeur. C'est un peu plus ça que vous faites. C'est ce que je comprends. Vous vous dites, si le marché était resté stable, la maison vaudrait. OK, génial. Puis des évaluateurs sont en mesure de faire ça. Donc, vous pouvez engager n'importe quel évaluateur puis il va être capable de vous donner une valeur sans tenir compte. On espère de travailler avec. Idéalement, on travaillerait toujours avec les mêmes personnes puis ils vont connaître les propriétés, ils vont connaître le programme. Dans une petite communauté comme ici, il n'y a pas des milliers d'évaluateurs. Donc, c'est sûr que ça se peut qu'on puisse
toujours travailler avec les mêmes personnes, mais ça va être, c'est ça, c'est vraiment, ça va être du cas par cas. Là, on en vit un cas présentement avec des rénovations, mais tu sais, c'est très de base. Fait qu'on pense pas qu'ils vont avoir vraiment du tout changé la valeur de la maison. Mais quand on aura des histoires de toiture, de fenêtres, il y a aussi une chose importante à considérer, c'est que si au départ, à l'acquisition, il y a des travaux majeurs, structurels, qui ont vraiment, qui ont un lien avec la santé de la structure de la maison, ils peuvent être financés à l'intérieur du projet d'acquisition. Donc, admettons que la maison elle coûte 100 000, puis mais il y a 50 000 à mettre en fenêtre et en toiture, bien là, la valeur de la maison, ça va être 150 000, puis on va partir avec cette valeur initiale-là. Puis, on va pouvoir mettre la mise de fonds pour financer aussi l'excédent de 50 000. Fait qu'il y a plusieurs scénarios là, qui peuvent être utilisés. Puis une dernière petite question complémentaire, désolé, là, c'est vraiment intéressant là, ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des types de rénovations qui ne seraient pas permis? Si je décidais de mettre toute ma maison en marbre, par exemple, la valeur augmenterait beaucoup, mais c'est pas, c'est une valeur qui La valeur va est loin de augmenter la beaucoup, utilité. mais tout ce qui est cosmétique n'est pas admissible dans ce genre de calcul-là. Si ça te Merci tente, beaucoup. go for it, le marbre. Hey, surtout ici dans le granit, là, on en a en masse. Non, mais ce serait, c'est génial, c'est vraiment bien Ouais. réfléchi. Merci beaucoup. Bienvenue. Marjolaine, Allô? Moi, je me demandais, est-ce qu'on voit, genre, dans les maisons, parce que là, on sort un peu ces maisons-là du marché spéculatif, mais les maisons à côté, par contre, j'imagine que, est-ce qu'il y a la possibilité qu'elles augmentent en valeur parce qu'elles sont dans le quartier des artisans? Est-ce que vous comprenez ma question? Je comprends ta question, puis je Vous sais le pas. vivez? Non, on le sait pas. Tu sais, on a 2 propriétés qui ont été transigées. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, présentement, on a vécu la pandémie qui a fait comme un espèce de changement complètement subi de l'état du marché. Puis là, ben, présentement, ici à Mégantic, tu sais, en fait, on a subi un gros changement, mais on a juste un tout petit peu rattrapé un peu ce qui était la norme au Québec parce qu'on était vraiment en retard, là. Puis c'est correct, c'est une bonne chose, là, tu sais, mais ils coûtent pas cher les maisons en mégantic, là, comparativement. Puis même encore aujourd'hui avec les augmentations. Fait que je pense que ta question, on va être capable d'y répondre dans peut-être une dizaine d'années, tu sais, quand on va avoir un certain nombre de maisons qui vont avoir été transigées puis qu'il y aura une vitalité qui aura été faite dans le quartier. Tu sais, c'est clair que la vitalité de ce quartier-là va pouvoir en bénéficier dans un moyen long terme, mais ça ne sera peut-être pas juste grâce à nous. Tu sais, il y a des nouveaux commerces qui arrivent avec ou sans quartier artisan. Fait que, tu sais, on sent vraiment qu'il y a comme un effet c'est ça, de revitalisation qui est installé avec des volontés qui sont complètement volontaires là, de la part de la ville, de la part des autres partenaires. Fait que on verra comment ça va arriver. Ouais. En fait, moi, j'ai envie de dire que, en tout cas, ce qu'on a réfléchi quand on a développé le programme, c'est justement, on ne peut pas empêcher l'augmentation de la valeur. On fait du développement économique aussi pour essayer de créer une certaine vitalité, ce qui malheureusement a un impact sur le prix des maisons. Fait que, en tout cas, on se tire un peu dans le pied, mettons, des fois, on dirait, en faisant ça. Mais le but, c'est justement d'essayer de sécuriser le maximum de maisons pour faire en sorte que s'il y a un gain de valeur par ce qu'on fait, bien que ce gain de valeur-là reste dans la propriété, dans la communauté. Fait que, puis les maisons, ben, vont suivre quand même la courbe de l'augmentation de la valeur du marché. Fait que normalement, il n'y aura pas un décalage entre les maisons qui vont être dans le portefeuille, par exemple, de quartier artisan, puis le reste des maisons. Mais on aimerait ça qu'on puisse en sécuriser le maximum pour que s'il y a un gain de valeur, ben, qu'on soit capable de les offrir encore que ça reste accessible à la clientèle à qui on veut que ça reste accessible. Très bon point. Merci. Jean-François. On ne t'entend pas. J'étais en train de vous encenser, vous avez manqué tout ça. Je laisse Émilie. Je laisse Émilie pour sa question, étant donné que j'ai déjà posé une question. Parfait. Émilie. Merci.
Merci beaucoup. Je me questionnais sur le recrutement. Est-ce que vous avez des exigences par rapport aux artisans que vous installez? Est-ce que vous amenez quand même une mise de fonds là, pour l'achat de la maison, là, mais est-ce que vous faites une analyse financière? Comment vous évaluez, mettons, le potentiel Oui. des Ben, en fait, artisans? à la base, il faut absolument détenir le statut d'artiste professionnel tel que décrit par la loi sur le statut d'artiste professionnel, qui est dans le Code des métiers d'art, qui est octroyé par le Conseil des métiers d'art du Québec. Donc, il faut être membre du Conseil des métiers d'art, puis ce statut-là s'obtient avec la présentation d'un dossier, d'un parcours. C'est plus du côté technique dans les métiers d'art. Donc, de ce côté-là, on s'assure, il y a une partie de la candidature donc, dont le sérieux est validé par le Conseil des métiers d'art. De notre côté, nous, on a un formulaire d'application. On demande, si c'est une entreprise qui est en démarrage, on demande à avoir un plan d'affaires, donc une idée de ce qui est le projet d'entreprise à développer ici à Mégantic, de faire la démonstration aussi d'une volonté d'implication dans la communauté. Donc, tu sais, dans le cas des 2 entreprises qu'on a présentement, ben, ils offrent des cours, ils participent aux activités à Quartier Artisan aussi. Donc, ça témoigne de leur volonté de s'impliquer. Dans le cas d'une entreprise qui est déjà en activité, ben oui, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir accès aux états financiers. Donc, on reste quand même proche de l'entrepreneur aussi. On l'accompagne dans son développement d'entreprise, de son développement d'activité. C'est sûr qu'on fait preuve de quand même beaucoup d'ouverture. C'est une entreprise qui arrive, qui en est à ses premiers balbutiements. Mais c'est sûr c'est comme je disais, c'est du cas par cas. Je prends énormément de temps pour accompagner, pour connaître les personnes qui veulent appliquer au programme. Donc, il y a comme un sain mélange de chiffres, de tableaux Excel, de plans d'affaires et de cœur qui s'embarquent là-dedans là, pour qu'on ait des candidats, des candidates qui ont envie de s'investir dans le projet. Un énorme merci. Avec plaisir. À toi, Jean-François. Oui, rapidement, par rapport au dossier là, des candidats, est-ce qu'ils ont des enjeux économiques qui sont, je ne sais pas comment dire ça, qui sont inhérents à leur métier ou à leurs ambitions? Puis, mettons, je fais le pont avec la relève agricole. Il y a beaucoup de gens qui veulent, dans la relève agricole, avoir un mode de vie. Il y a juste travailler la terre puis avoir une vie simple. Mais des fois, c'est pas nécessairement suffisamment rentable pour payer une mise de fonds, pour payer une maison. Et donc, ils doivent faire des pirouettes pour avoir accès à du logement. Est-ce que dans les métiers d'artisans, c'est le cas également, ou est-ce qu'ils ont un marché qui est suffisamment lucratif pour se permettre de payer une maison, justement, ou faire comme ça? Ben, il y a des entreprises qui fonctionnent très, très bien, puis il y a des entreprises qui se développent, on va dire, qui aspirent à fonctionner très, très bien. Puis, en fait, c'est là où réside la force de notre programme parce que ce qu'on a remarqué avec notre clientèle, c'est que ben, quand ils ont un peu quand ils ont fait un peu de profit, quand ils ont un peu de marge de manœuvre, ben, ils vont investir dans des nouvelles machines, dans des matières premières. Ils vont être constamment en train de réinvestir dans leur entreprise, ce qui fait que la portion mise de fonds, là, comme économie ou REER, là, est comme quasiment inexistante dans leur cas. Donc, c'est là où on peut vraiment faire une réelle différence, c'est en amenant cette mise de fonds-là, puis en la mettant aussi la plus haute possible pour qu'on n'ait pas besoin de passer par la SCHL, donc vraiment réduire les frais supplémentaires le plus possible. Et je voulais dire, attends un petit peu, j'ai perdu l'autre bout de ma réponse. J'ai oublié, j'ai ça quand ça fait ça. Peut-être juste Vas-y, ajouter, Manon, Sarah, que sauve-moi. non, je sais pas, je peux pas te sauver, mais entre autres choses, c'est que dans le cas de l'achat d'une maison, il y a 2 personnes souvent, ou en tout cas, dans certains cas, il y a 2 personnes, ce qui peut venir compenser des fois s'il y en a un. Parce que
C'est sûr que ce programme-là, le minimum, c'est qu'il faut qu'il passe à l'hypothèque. Ça, on n'a aucun impact, on n'a aucune influence sur le fait que les gens soient éligibles à une hypothèque. C'est le critère numéro 1, en tout cas numéro 2, mettons. Fait que, mais dans certains cas, ils vont être en couple, donc ça va permettre peut-être qu'il y en a un qui a un salaire plus stable, disons, ou en tout cas qui va permettre d'arriver à être capable d'acheter une propriété. Oui, ben, tu as tout à fait raison, Manon. Puis ma deuxième partie de réponse m'est revenue, fait que je me suis auto-sauvée. On a aussi remarqué, en fait, que par les voies traditionnelles, on va dire, des caisses, le profil artisan-entrepreneur se qualifie peut-être moins facilement. Donc, on a commencé à ouvrir des discussions et une certaine forme de partenariat avec la Caisse de la culture, la Caisse des jardins de la culture. Donc, on a le deuxième couple, oui, c'est ça, le deuxième couple, ou le premier, je ne sais plus, un des deux, dans les voies traditionnelles des banques ne se qualifiait pas, mais auprès de la Caisse de la culture, qui a une autre méthodologie pour faire la démonstration de la rentabilité possible d'une entreprise. Auprès d'eux, là, ça cadrait. Donc, ils ont pu avoir leur hypothèque avec la Caisse de la culture. Fait qu'il je pense que c'est vraiment, ça rebondit sur ce que je disais plus tôt dans la présentation. C'est l'importance d'avoir un écosystème de partenaires pour pouvoir trouver des échos à tous les endroits où ça pourrait achoper. Super intéressant. Moi aussi, j'avais une petite question. Tantôt, Sarah, tu mentionnais que un des défis les plus importants, c'est la disponibilité des maisons, là, qui finalement il y en a juste de moins en moins qui sont à vendre, mais qu'il y a peut-être une opportunité avec le vieillissement de la population, puis d'autres projets là, de logement qui visent à répondre à ces besoins-là. Comment est-ce que vous avez déjà réfléchi, puis en fait, c'est même applicable, en fait, ma question à l'acquisition des propriétés en ce moment, mais comment vous assurer d'être les premiers acheteurs? Est-ce que c'est avec le droit de préemption de la ville de Lac-Mégantic ou comment vous... y a-t-il des mécanismes que vous mettez en place? Tu parlais de sensibilisation aussi des propriétaires, que les propriétaires viennent vous voir quand ils pensent à vendre leur maison. Comment ça se passe tout ça? C'est ça, c'est un peu pour tu sais, dans la continuité du porte-à-porte que j'avais fait au lancement du programme. À peu près 2 fois par année, on distribue un bulletin dans Fatima, là, un petit bulletin, un public postage là, qu'on met dans toutes les boîtes aux lettres pour les informer du développement du projet, puis pour qu'ils nous gardent en tête, tu sais, justement, quand ils arrivent à un moment donné où ils pensent vendre. Puis c'est arrivé. Il y a des propriétaires qui sont venus vers nous pour différentes raisons. Ces transactions-là n'ont pas eu lieu, mais les gens pensent à nous effectivement. Là où il faut être très prudent, par contre, c'est qu'on n'a pas le droit de se substituer à des agents d'immeubles. C'est vraiment, tu sais, la loi qui régit tout ce cadre-là est quand même très, très strict. Donc, je ne peux pas faire la promotion que moi, je peux vendre des maisons aux artisans. Je peux dire que je connais des gens intéressés à s'en venir à Mégantic. Ah, tu as une maison, c'est donc bien merveilleux. Mais il faut être vraiment très prudent là-dedans. On a posé des petites questions à droite, à gauche. On reste quand même assez je dirais pas discret parce que les gens savent qu'on existe, mais sur cette notion-là, on fait attention. Ouais. Super, merci. Ça fait Jean-François? plaisir. Peut-être la dernière Oui, question parce qu'il est 50 minutes. exact. En 30 secondes, vous savez comment l'innovation sociale, là, la mise à l'échelle des modèles innovants, c'est super important comme notion. Selon vous, est-ce que votre modèle serait facilement misable à l'échelle? Et ça serait quoi des défis là, pour d'autres secteurs comme la relève agricole ou peut-être le domaine manufacturier ou, je sais pas moi, chasse et pêche? Ben, j'y pensais un peu, puis je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Dans notre cas, on a été capable d'identifier à tous les endroits où les partenaires pouvaient être le plus actifs possible. La ville avait des moyens, avait des ambitions. OK, comment est-ce qu'ils peuvent faire? OK, cool, la loi sur le statut de l'artiste. Ah, encore plus cool, un PPU pour le quartier. Fait que, on a vraiment rapidement, c'est quoi les leviers dont dispose chacun des partenaires pour être le plus proactif possible. Puis, c'est sûr que dans votre cas, là, la géographie, ça va être différent, les partenaires impliqués. Fait que, je pense que c'est d'essayer d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui est le réel pouvoir d'action de chaque partenaire qui est autour de la table
pour pouvoir avancer puis être le plus proactif possible. Ça serait mon conseil. Manon, t'en as-tu un autre fois aussi? Oui, ben en fait, moi, c'est sûr que un gros levier de Mégantic, c'est qu'il y avait des moyens financiers. On ne fait pas d'habitation avec pas de moyens, là. On l'a essayé, là, je vous le dis, là. On a vraiment pédalé fort. C'est un modèle qui peut marcher, c'est un modèle qui peut ramener à long terme, qui peut ramener des liquidités parce qu'il y a un partage de la plus-value, mais ça prend des gens, ça prend des acteurs qui sont prêts à s'engager sur le long terme. C'est un modèle qui est rentable économiquement, mais qui est rentable de plein d'aspects. Mais il faut être capable d'allonger la vision. Si on pense à ça en 5 ans, ça ne marchera pas. Mais c'est du travail de longue haleine pour le monter, mais c'est du travail de longue haleine pour que les effets commencent à faire boule de neige. Fait que c'est ça. Ça prend des visions, des visionnaires qui sont prêts à penser que ça vaut la peine de réfléchir en termes de génération et non pas en termes d'électeurs. Oups. J'adore. Merci tellement pour toutes ces informations-là, puis votre partage d'expérience. Je pense que c'est très riche pour les participants. Puis là, tu sais, j'en profite pour mentionner, c'est ça que le webinaire, il a été enregistré, donc il sera disponible sur la chaîne YouTube du CISA. Pour les personnes qui souhaiteraient le réécouter ou si vous voulez le partager aussi à d'autres collègues et même d'autres collaborateurs dans vos groupes porteurs respectifs. Là, je pense que ce qui ressort aujourd'hui, ça nous permet de faire fonctionner la boîte, la machine à idées. Là. En tout cas, on l'a déjà activée, mais ça la pousse un peu plus loin. Fait que, merci à tous là, pour votre participation. C'était le premier webinaire, là, comme je l'ai mentionné au début, d'une série là, d'initiatives inspirantes qu'on souhaite vous présenter. Manon m'a spoilé tantôt avec Territoire solidaire, avec Samuel Gervais, il n'y a pas de problème, Manon. Avec qui, c'est ça, on a un prochain webinaire, là, mais je vais vous acheminer là, toutes les informations par courriel pour les partenaires de nos 3 territoires, mais aussi, dans le fond, juste vous abonner à la page Facebook du CISA puis LinkedIn, puis vous aurez toutes les informations pour les prochains qui suivront. Donc, merci à nos présentatrices encore, Sarah, Manon, et à tout le monde là, pour votre participation active. Avec Merci plaisir. beaucoup, Véronique. Bonne journée, tout le monde. Merci tout le Merci tout le monde. Au revoir. Bonne semaine. Satisfaite?